3 morts dans une attaque contre la plus grande mosquée de San Diego, en Californie. 2 garçons de 17 et 18 ans sont les meurtriers. Les adolescents se sont suicidés avant l'arrivée de la police. La mère d'un des 2 garçons avait appelé la police lundi dans la matinée pour signaler la fugue de son fils. Il était parti sous ses yeux avec un ami, l'un et l'autre armés et habillés en camouflage. La mère racontait à la police les avoir vus prendre sa voiture quand le drame a eu lieu. While we were gathering this information and we were trying to zero in on where these individuals were at, we received the call at approximately 11:43 that there was an active shooter at the Islamic Center. Officers were in the area, still talking with mom, trying to piece together where they might be, the locations that she felt that they would be at. And that was just a few blocks away. Those officers, once they heard what was happening at the Islamic Center, immediately dispatched themselves to the mosque. Un agent de sécurité figure parmi les victimes et selon la police, l'homme aurait évité un bilan encore plus terrible. Les enquêteurs parlent d'une affaire de haine islamophobe et d'un discours haineux sans mélange. La mère d'un des 2 adolescents a trouvé une note que son fils a laissée derrière lui et dont elle refuse de révéler le contenu. Donald Trump parle d'une situation terrible et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, prévient que son État ne tolérera aucun acte de terreur ou d'intimidation visant des communautés religieuses. Une dizaine de nouvelles victimes présumées se sont manifestées auprès du parquet de Paris dans le cadre d'une enquête française sur le réseau du prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein. La France a ouvert une enquête pour traite d'êtres humains après que le ministère américain de la Justice a rendu publique la dernière série de dossiers Epstein en janvier dernier. Les magistrats français cherchent à enquêter sur d'éventuelles infractions commises en France ou impliquant des auteurs français ayant facilité ces crimes. Au total, une vingtaine de victimes se sont manifestées, dont une dizaine qui n'étaient pas encore connues du parquet. Les autres étaient notamment des victimes de Jean-Luc Brunel, agent de mannequin mis en examen pour viol sur mineur, qui s'est suicidé en détention en 2022, ou de Gérald Marie, ex-dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Elite, visé par des plaintes et qui a nié les faits par le biais de son avocat. Andriy Yermak, l'ancien chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a été libéré sous caution de 2,7 millions d'euros après avoir passé 4 jours en détention dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption. La caution aurait été payée par plusieurs sources après qu'Andriy Yermak a déclaré le 13 mai qu'il n'avait pas les moyens de la payer lui-même et qu'il compterait sur l'aide de ses amis. Selon les enquêteurs anticorruption ukrainiens, l'ex-chef de cabinet de Zelensky est suspecté d'être impliqué dans une vaste enquête sur le blanchiment d'argent lié à la construction d'un complexe résidentiel de luxe à la périphérie de Kiev. Jusqu'à 9 millions d'euros auraient été blanchis entre 2021 et 2025 via la construction de ce projet immobilier haut de gamme. S'il est reconnu coupable, Yermak risque jusqu'à 12 ans de prison. Son avocat et lui ont nié toute malversation, qualifiant les accusations d'infondées. Yermak a également promis de faire appel de la décision du tribunal. Le Bureau national anticorruption ukrainien a précisé la semaine dernière que Zelensky n'avait aucun lien avec cette enquête pour corruption. Sur ces images de vidéosurveillance diffusées à la presse, on aperçoit sur ce bateau plusieurs personnes vêtues de gilets de sauvetage et qui lèvent les mains en signe de reddition. En face, un bateau de la marine israélienne qui a pour mission de les arrêter. Partis du port de Marmaris en Turquie le 14 mai, ils ont été interceptés au large de Chypre ce lundi. Mais ce navire n'est pas seul, il fait partie avec une cinquantaine d'autres d'une flottille baptisée Global Soumoud qui a pour objectif de se rendre dans la bande de Gaza pour y apporter notamment de l'aide humanitaire. Ce lundi, peu avant l'intervention militaire, les autorités israéliennes avaient appelé les militants à faire demi-tour. Pour la Turquie, l'opération qui s'est déroulée dans les eaux internationales serait un acte de piraterie de la part d'Israël. Il s'agit là de la 3e flottille en un an qui tente de se rendre dans l'enclave palestinienne. Soumise depuis 2007 à un blocus maritime, terrestre et aérien par Israël, la bande de Gaza, ravagée par la guerre, est confrontée à de graves pénuries. Première ministre italienne Giorgia Meloni a appelé la Commission européenne à assouplir ses règles budgétaires pour les ménages et les industries confrontées à la hausse des coûts énergétiques.
Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, Meloni a déclaré que l'Union européenne devrait accorder à la sécurité énergétique le même niveau d'urgence et d'importance qu'aux dépenses de défense. La première ministre italienne a fait valoir que la sécurité ne devrait pas être mesurée uniquement en termes militaires, mais également en fonction de la capacité des usines à poursuivre leur activité, de la capacité des familles à payer leurs factures d'énergie et de la capacité des gouvernements à maintenir la stabilité économique. En Europe, la crainte de la crise énergétique grandit au fur et à mesure de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Meloni fait valoir que Bruxelles avait déjà assoupli ses règles budgétaires en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ainsi qu'aux inquiétudes croissantes concernant la préparation militaire de l'Europe. L'Italie cherche désormais à obtenir une flexibilité similaire pour des mesures énergétiques d'urgence. Malgré les sondages qui les disaient perdants, les socialistes, menés par Maria Jesus Montero, voulaient quand même y croire. L'ancienne ministre des Finances, proche de Pedro Sánchez, avait même démissionné de son poste pour faire campagne. Ce dimanche, son parti a subi une nouvelle défaite lors des élections régionales en Andalousie. Le PSOE a seulement remporté 28 sièges sur 109, soit 2 de moins qu'il y a 4 ans. La région la plus peuplée d'Espagne a été gouvernée par les socialistes pendant près de 40 ans jusqu'à la victoire des conservateurs du PP en 2019. Arrivés largement en tête dimanche avec 53 sièges au Parlement régional, ces derniers ont cependant perdu leur majorité absolue. Pour gouverner, le président de la région, Juan Manuel Moreno, devra donc composer avec Vox, arrivé 3e. Le parti d'extrême droite a en effet gagné un député, passant de 14 à 15 et se retrouve dans un rôle stratégique. Avec un discours régionaliste fort, le parti de gauche Adelante Andalucía réalise une forte progression et passe de 2 à 8 députés. Il s'agit là du 4e scrutin régional en 6 mois. Et après plusieurs défaites des socialistes, ce vote en Andalousie était considéré comme un test pour Pedro Sánchez, un an avant les élections générales de 2027. Esta música não me sai da cabeça. Peu de gens le savent, mais la première personne à avoir enregistré un album de rock'n'roll au Portugal était une femme. En 1960, Zurita de Oliveira a enregistré O Bonitão do Rock. Aujourd'hui, avec ce documentaire intitulé Qui a peur de Zurita de Oliveira, Francisca Marvão retrace son parcours. Une tâche difficile car il existe très peu d'images d'elle. La réalisatrice s'est appuyée sur divers témoignages et des reconstitutions avec des acteurs. Mas à minha maneira, porque eu detesto imitações. Diz que é pioneira do rock, mas foi uma música, letrista, dramaturga, intérprete, e foi uma mulher que nos anos 60 teve a ousadia de fazer grandes solos de guitarra elétrica num grande palco para um grande público. Pour le film, la réalisatrice a demandé à plusieurs artistes et groupes exclusivement féminins de réinterpréter diverses chansons de Zurita de Oliveira, dont certaines n'avaient jamais été publiées auparavant. O filme não teve muitos recursos, nós simplesmente desafiávamos, ficávamos à espera que as pessoas dissessem que sim, e depois, como é que eu ia dizer isto, é um processo punk rock. Conseguimos dar vida a letras que estavam esquecidas, que nunca foram interpretadas pela Zurita, nunca foram gravadas, e ouvir o que cada uma artista fez, dar voz, acho que consegui até sentir mais e identificar mais com a causa da Zurita e o que é que ela queria dizer. E agora, senhoras e senhores, a grande artista da rádio e da televisão e do espetáculo, Zurita de Oliveira. É isto, bem, aquilo... Qui a peur de Zurita de Oliveira était présenté en première mondiale lors de la dernière édition du festival Indie Lisboa.
The Urban Art Biennale 2026 is really an international show. We have 50 artists from 17 countries, from 3 continents, and it's really showing street art, graffiti, urban art at its best. We have the car-like installations like this behind me, which are sort of monumental fossil mobility, which is covered from a Pompeii-like dust cover, or we have the huge roof of Amparito, the writing on the roof of the Möllerhalle, which is really the biggest work in the show. I think that it's so dusty and it's so old, but it's beautiful. You know, there's beauty in decay, and I think what I've done makes you kind of just perceive it in a bit of a different way. It's like a nice place, people walking around, there are bees, there are beautiful flowers, but yeah, we still remember the history, and that's super important.